Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et pour commencer cette émission, direction le conseil communal de Nyon qui a décidé de rouler pour les 450 places enterrées du parc et parking de Pertan. Nous parlerons également des corbeaux freux qui croisent du côté du Cossy. Et enfin, nous terminerons notre voyage à Gland puisque le conseil communal a décidé d'accorder 10 millions de francs supplémentaires à l'exécutif pour qu'il exerce son droit de préemption. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils. Et pour commencer cette émission, on analyse et on explique le conseil communal de Nyon, puisque le lundi dernier, le conseil a décidé de rouler pour 450 places à Pertan. Le législatif se prononçait sur le projet Pleine Terre 2 à Pertan, soit accordé un crédit de 5,5 millions de francs pour l'étude d'un parking souterrain de 450 places et l'aménagement en surface d'un parc. À la suite du retrait du rapport de minorité par son auteur, les débats se sont concentrés sur un amendement proposant d'étudier un projet à 600 places. Finalement, l'amendement a été refusé, le crédit accepté. La suite, c'est le Conseil qui l'explique. Pour garantir la clarté de ce débat, je retire l'amendement que je dépose au travers de mon rapport de minorité et par conséquent, le rapport de minorité est également retiré. La commission est unanime à dire que la seconde mouture du projet Pleine Terre est meilleure que la première. Le parc a été plébiscité par la commission. Elle fait néanmoins les vœux suivants. 1. De prendre en compte les résultats de la notice d'impact pour le dimensionnement du parking. 2. D'étudier des variantes de tarification pour une durée d'amortissement du parking raisonnable. 3. De demander un financement de la part du TISREN. 4. De présenter au Conseil dès que possible un schéma de circulation futur, notamment pour les bus. Le nombre idéal de places de parc pour ce futur parking doit clairement être revu à la hausse pour anticiper les enjeux de mobilité de demain, tout en restant raisonnablement dimensionné. C'est pourquoi je vous propose ce soir d'accorder un crédit supplémentaire de 500 000 francs TTC pour permettre d'étudier la réalisation de 600 places de parc, soit 150 que plus que prévu dans le préavis municipal. On a déjà un projet qui est devisé aujourd'hui à peu près 50 millions pour la réalisation. Donc je ne sais pas si vous êtes prêts à vous engager dans un projet qui est vraiment pharaonique. Et puis si ces places sont prévues en surface, pas souterraines, en fait vous allez devoir amputer le parc. Et donc en fait pour moi ça dénature totalement le projet qui est présenté aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que plus on va creuser profond, plus on va aller taper dans la nappe phréatique, plus on va avoir des problèmes de coûts, on va avoir des problèmes, des incertitudes liées au souterrain, des problèmes environnementaux. Je ne veux pas créer un Cini-Centre numéro 2 ou un Littoral Centre numéro 2 au centre-ville. J'aimerais juste avoir une ville où les gens ont du plaisir à venir et pas l'illusion de passer 5 fois autour de la maison sans trouver une place et repartir bredouille. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de réalisme et qu'on rend à l'évidence que les contraintes techniques font en sorte que le meilleur compromis d'avoir ce parking, c'est ces 450 places. Quand on arrive à trouver des bons compromis, là on était 11 sur 12 à se mettre d'accord sur ces 450 places, à avoir fait plusieurs séances pour trouver ce compromis. Je pense que je vous invite à le suivre, même si effectivement on aurait pu faire moins, on aurait pu faire plus. Pour 150 places de plus ou de moins, une partie d'entre nous est prête à retarder le projet aux calendes grecques, voire à accepter le risque qu'il ne passe pas et qu'il ne se fasse pas. Il y a un sondage qu'on a fait avec aussi certains des commerçants, tous m'ont répondu, quel que soit le nombre, on ne sait pas dire, mais ce qu'on sait dire, c'est qu'il ne faut pas que les travaux durent plus de 2 ans, qui est déjà le minimum. Si on a des 4 ans de travaux, je vous laisse imaginer la difficulté de nos petits commerces. Il semble que ce ne soit pas la compétence du conseil communal de définir le nombre de places. Le deuxième point, je voudrais juste rebondir sur les propos de M. Vetter qui parlait du parking de la gare. Je crois que ce n'est certainement pas un projet sur lequel on peut se fier sur du très long terme. N'oublions pas que la ville a cruellement besoin de logements
et on peut imaginer qu'à un moment donné, que ce parking va disparaître au profit de logements. Nous allons donc passer au vote nominal. L'amendement de monsieur le conseiller Sacha Soldini est refusé. Voilà, et pour parler de ce projet Pleine Terre 2, j'ai le plaisir de recevoir l'architecte du projet, Laurent Sorer. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, 5,5 millions de francs ont été débloqués pour les études, mais ces études, elles consistent en quoi? Alors, ces études consistent à développer en fait les différentes phases en fait de projet. Donc, c'est comme un bâtiment, une infrastructure. Donc, ça permet en fait de consolider le projet au niveau architectural et aussi en fait de creuser plusieurs pans en fait qui sont en fait l'intégration du parking parfaitement en fait dans son milieu. Alors, on dit que les contraintes de ce projet, c'est d'une part peut-être les vestiges archéologiques qu'on pourrait trouver et d'autre part la nappe phréatique. Oui, alors c'est deux éléments en fait qui sont très importants, qui ont déjà été vus en fait à travers des pré-études avant le crédit d'études proprement dit. Et la question archéologique, c'est des suppositions, vu qu'on est dans une zone évidemment à Nyon, en fait dans une zone qui est sensible. Donc, on verra ça en fait lors des premières études en fait qu'on va effectuer sur place. Alors, sans entrer dans le débat politique de la jauge, on dit que plus on creuse, plus ça coûte cher, que si on rajoute des étages, c'est 15 millions de francs de plus à chaque étage, au lieu de 10 actuellement. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette nappe phréatique ou parce que c'est compliqué d'aller en profondeur? Alors, selon nos ingénieurs, c'est vraiment, nous, on est architectes du projet. Selon les ingénieurs, à partir du moment où on creuse, en fait, un étage de plus ou de moins, c'est pas vraiment ce qui fait en fait la différence. Par contre, il est vrai que la nappe phréatique, c'est un réel problème aussi. Et puis, c'est une conscience en fait qu'on a tous aussi de laisser cette terre aussi le naturel possible. Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit un parking doit être construit en pensant à ses utilisations futures. Qu'est-ce qui a changé dans la façon d'appréhender la construction de parking? C'est vrai que l'histoire des parkings, en fait, c'était plutôt l'histoire des infrastructures aussi, qui était plutôt gérée par des ingénieurs à l'époque. C'est vrai que l'arrivée de la voiture fait que, en fait, ce genre de parking, le fait d'enterrer des parkings aussi pour conserver le paysage sur sa surface aussi est apparu, donc géré par des ingénieurs. Et puis il est vrai qu'après, c'est un sujet, comme beaucoup d'infrastructures d'ailleurs en Suisse, qui sont des infrastructures fédérales aussi, les architectes se sont intéressés aussi au sujet, et l'intelligence aussi des communes de faire des groupements qui lient architectes, ingénieurs et architectes paysagistes pour créer en fait ces nouvelles infrastructures du futur. Et c'est vrai que cette question en fait, de durabilité qu'on appelle le développement durable en fait, d'un parking, qui n'était pas du tout pensé en fait, dans les années 70, fait qu'actuellement, on ne peut plus construire un parking avec la même conscience qu'à l'époque. Tout simplement, c'est sur la hauteur du parking. Avant, c'était 1,80 m, maintenant, c'est 2,20 m. Voilà, donc les hauteurs aussi, des hauteurs problématiques, à savoir la durabilité pour nous, c'est qu'est-ce que peut devenir un parking dans le futur? Qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures aussi comme infrastructure, qu'elles soient flexibles? On voit énormément de parkings en fait, qui ne servent à rien d'autre qu'à être un parking. Nous, on pense d'abord en fait, à un autre projet avant d'en faire un parking. On aimerait presque finalement que ce soit un programme qui fait qu'on ait adapté un parking à cette époque-là et qui devienne finalement quelque chose d'autre. On peut faire un geste architectural quand on construit un parking? Je ne pense pas en fait, qu'on peut faire un geste architectural, mais disons, en fait, la question des parkings aussi, on sait que la question d'atmosphère dans un parking est assez importante aussi, parce que finalement, on est sous terre. Et cette question finalement de geste architectural fait plus en fait appel à cette conscience en fait qu'on peut avoir par rapport à la durabilité d'un parking et justement à sa flexibilité future pour un changement futur. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que les parkings, ça se visite. Alors on va voir des images. J'ai choisi 3 parkings différents. Le parking de Saint-Antoine à Genève, qui expose les vestiges archéologiques, comme on peut le voir sur les images. Le parking de Saint-Gervais-les-Bains, vers Chamonix et le Mont-Blanc, qui est devenu une œuvre d'art
en soi. Les murs ont été confiés dans le cadre d'un projet à des artistes. Il y a 11 étages, sauf erreur, enterrés, comme on peut encore le voir sur les images. Et puis, autre exemple, le parking des Célestins à Lyon, avec une rampe hélicoïdale qui se termine en son fond avec un miroir kaléidoscopique. L'important maintenant, c'est aussi d'amener le public à voir ces parkings, à pouvoir découvrir ce qu'on voit sous terre ou ce qu'on y amène. Voilà, donc les parkings, on s'y déplace. C'est vrai que c'est des endroits de pause. On pose sa voiture et on fait quelques centaines de mètres, parfois dans un parking. Et à savoir comment on pratique l'espace d'un parking enterré aussi a toute son importance. Donc quand on parle de lumière naturelle à l'intérieur, on parle d'atmosphère, d'éclairage aussi. Et puis ce sentiment finalement qu'il y a une certaine attention aussi au parking. On peut imaginer aussi, comme au Canada, en fait, il commence à y avoir des parkings souterrains en construction bois à l'intérieur, donc quelque chose en fait d'assez innovant qui permet aussi d'amener une certaine atmosphère et une certaine flexibilité, aussi une démontabilité possible du projet. Donc il y a des projets presque, on peut dire, utopiques qui revoient un peu la copie du parking pour lui amener en fait un nouveau caractère. Le bois, c'est une de vos spécialités. Vous êtes aussi l'architecte de la halle multisport de Collovray, où il y aura énormément de bois. Vous allez amener du bois dans ce parking de Pertan. Alors c'est intéressant, on parle de challenge aussi, etc. Donc on verra en fait où nous amènent les études, mais en tout cas, je pense que notre souci vraiment, c'est d'amener une pensée pour les générations à venir en créant ce parking. On est toujours, disons, un tout petit peu en patte arrière quand on construit quelque chose de manière enterrée maintenant. C'est vrai que de toucher en fait le sol est rare en fait, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec soin. On a de la chance aussi sur cette position en fait de Pertan en fait d'être à mi-hauteur dans la ville. On trouve ça très intéressant, ça nous évoque aussi la question en fait peut-être de la problématique future de l'eau. Aussi, est-ce que finalement ce parking deviendra la future citerne d'eau en fait de la ville de Nyon, en fait la ville basse, à savoir qu'il y a des projets en fait intéressants à développer. Il y a aussi le sous-sol, évidemment, c'est ce parking souterrain, mais la surface, c'est ce parc. Et là, le projet, on en est à Pleine Terre 2. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche entre le premier projet, le second, par rapport à ce parc en surface ? Alors la grande question entre les deux projets, c'est la question du patrimoine, évidemment. Toute la sensibilité du projet Pleine Terre 2 va être liée à l'intégration du projet par rapport à son contexte, qu'il soit patrimonial. On parle des anciens murs en fait, de Pertan, qui sont des murs historiques, qui étaient des anciens murs à bestiaux, en fait, avec des crochets. Donc, de travailler vraiment en fait une intégration parfaite en fait dans ce mur-là, en reprenant des pans de l'histoire aussi, parce que ces murs ont énormément évolué aussi dans le temps. Donc à savoir quel est le bon endroit en fait quelque part pour pouvoir rentrer dans ce parking, et puis quelque part aussi amener en fait quelque part ce pan d'histoire en fait dans l'identité propre du parking. On en construit beaucoup des parkings dans une vie d'architecte, ou c'est une spécialisation ? Alors nous, c'est assez intéressant, c'est que nous, on n'a absolument pas construit de parking dans notre vie non plus. Je trouve que c'est très intéressant comme sujet parce que finalement, on ne le voit pas du tout comme un parking, mais peut-être comme quelque chose justement il en faut. Il a été choisi, ce parking. Et puis, c'est comment à travers justement un bureau d'architecte qui a l'habitude de travailler en fait à l'extérieur, je ne dis pas presque dans la forêt, c'est-à-dire en construction bois aussi, on est des spécialistes là-dedans, comment en fait on va entamer en fait ce crédit d'études-là. Justement, la prochaine étape, c'est laquelle ? Alors la prochaine étape, justement, c'est de se poser beaucoup de questions aussi sur cette question en fait, de structure d'un parking. C'est comment réaliser un parking enterré aussi, mais aussi de savoir comment en fait, on peut envisager un futur à ce parking au niveau de sa structure. Est-ce que, par exemple, une dalle sur deux est démontable, ce qui permettrait d'envisager une nouvelle fonction ? 2,20 m, ce n'est pas assez, on le sait, pour une fonction autre. Mais par contre, quand on enlève un étage, on trouve tout à coup une hauteur en fait, adéquate pour un autre programme. Laurent Sorel, vous êtes l'architecte de ce projet Pleine Terre 2. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Labo. Merci beaucoup.
Et l'on poursuit avec le décryptage du conseil communal de Nyon, puisqu'à la suite de lettres envoyées aux conseillers par des habitants du Caussy excédés par les croassements de la colonie de Corbeau-Freux installée dans leur quartier, la municipalité se devait de réagir. Et c'est chose faite, puisque dans ses communications, l'exécutif a annoncé qu'une séance d'information publique sera organisée. Et la suite, c'est le conseil qui l'explique. Les membres du conseil ont reçu un ou plusieurs courriers d'habitants du quartier du Caussy qui se plaignent des nuisances que leur causent les corbeaux-freux. Le traitement de ces plaintes étant de compétence municipale, ces courriers ont été transmis par le bureau, par l'entremise du président, à la municipalité. Vous avez effectivement pris connaissance du courrier qui comporte 60 signataires à propos des nuisances des corbeaux-freux. La municipalité a décidé d'organiser une séance publique qui se tiendra ici même le 5 juin à 19h30 et de rappeler surtout qu'entre le 15 février et le 30 juillet, ces animaux sont sous protection et qu'il n'est pas question de les déranger d'une manière que ce soit. Donc avant le 30 juillet, je peux inquiéter ou rassurer tout le monde, il ne se passera rien parce qu'il ne peut rien se passer. Doris Wildry en avait déjà parlé en 2022 par rapport à cette problématique des corbeaux. Et la réponse est un peu la même qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai que dans le rapport 2024, on peut lire que en 2017, il y avait 127 nids et on est à 332 actuellement, donc pratiquement triplé. Avec l'explosion du nombre de corbeaux, je ne pense pas que nous pouvons nous contenter d'un rapport annuel et d'un flyer envoyé aux habitants. Éradiquer la présence des corbeaux, on n'y arrivera jamais, mais contenir leur nombre, et éventuellement même le diminuer, devrait être possible. J'estime que la municipalité doit se donner les moyens de lutter contre ce phénomène en lisant toutes les solutions à disposition et non pas une seule. Il faut entreprendre des actions, mettre des moyens pour cela, mais encore faut-il que ces actions apportent quelque chose à la situation. Toutes les possibilités que l'on a imaginées pour tenter d'éloigner les corbeaux-freux, elles seront reprises à l'occasion de cette soirée du 5 juin. Je vous donc enjoins vivement à y participer et vous comprendrez que les solutions, elles ne sont pas nombreuses et elles ne fonctionnent pas très bien. Voilà, et pour parler de ces corbeaux-freux, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Maumary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue, alors votre CV est long comme le bras, puisque vous avez lancé la plateforme internet oiseau.ch, le programme de partage, d'observation et de photographie Birdline Internet, ainsi que l'almanach des migrations d'oiseaux en Suisse. Mais vous êtes également président du cercle ornithologique de Lausanne et l'initiateur de l'île aux oiseaux de Prévrange. Bonjour. Alors, parlons un peu de ce corbeau-freux dont on va voir l'image. C'est lui le coupable. Le corbeau-freux, c'est toujours le coupable. Le coupable, oui, effectivement. Je comprends bien les gens qui se plaignent, disons, des nuisances sonores, parce qu'effectivement, c'est un oiseau colonial, donc il vit toute l'année en fait en colonie, contrairement à la corneille noire qui, elle, est territoriale. Donc, elle forme des bandes aussi en hiver, mais par contre, pendant la période de nidification, la corneille noire, elle niche isolément, alors que le corbeau-freux, lui, il vit toute l'année en fait en bande, et il niche en colonie. Donc ça, c'est ça. Donc la grande différence avec la corneille noire. L'un est isolé, l'autre vit en société, on peut le dire. Oui, alors la corneille noire n'est pas toujours isolée, mais pendant la période, disons, internuptiale, elle est grégaire, mais pendant la période de nidification, elle est territoriale. Donc on n'avait pas ces problèmes-là, en fait, avant le début des années 2000, puisque avant, jusqu'à la fin du XXe siècle, le corbeau-freux, c'était seulement un oiseau hivernant, migrateur et hivernant chez nous. Donc on voyait des bandes de corbeaux-freux arriver au mois de novembre, décembre. Il y avait déjà des grands dortoirs hivernaux, par exemple dans les bois de Vidi, au bord du lac, comme ça. Ils arrivaient avec les choucas des tours depuis les pays de l'Est. On a des reprises d'ailleurs de Russie. Et donc c'était à l'époque, c'était pas du tout un problème, puisque ça se passait seulement en hiver. Et il y avait que quelques petites colonies de reproduction dans la Broye, par exemple. On allait voir la corbeautière près de Payerne, par exemple. C'était un peu quelque chose d'assez rare, en fait. C'est pour ça qu'à l'époque, le corbeau-freux était sur liste rouge. C'était comme oiseau nicheur, c'était un oiseau très rare.
C'était seulement un oiseau hivernant. C'était même un oiseau en voie de disparition. Hein. Il était Exactement, nommé oiseau de l'année dans les années 80. Exactement. D'ailleurs, chaque fois que les gens me disaient « Ah, j'ai vu des corbeaux », je disais « Non, non, mais vous parlez de corneilles. C'est des corneilles, ce n'est pas des corbeaux. » Et puis maintenant, la situation, ces 20 dernières années, elle a complètement changé. Pourquoi ? Alors, c'est bien sûr l'attitude de l'homme hein, qui a changé. Donc, il a protégé le corbeau-freux. Donc, petit à petit, les corbeaux-freux, ils se sont dit, tiens, on est bien ici. On est bien ici, on pourrait rester là. Puis effectivement, ils ont de la nourriture à profusion toute l'année. Et donc, ils ont commencé à coloniser le bassin lémanique à partir de l'aéroport de Cointrin, donc à Genève. C'est surtout là que ça a commencé début des années 2000. Et puis, ils se sont étendus le long de la côte. Puis après, ils ont atteint l'est vaudois. Et puis maintenant, ils colonisent le Valais jusqu'en Valais. En fait, on le trouve maintenant absolument partout, même dans les vallées alpines. C'était rarissime de voir un corbeau-freux en Valais, par exemple, jusqu'au début des années 2000, on va dire. Alors, ce que vous avez dit, c'est assez intéressant. Vous avez parlé de nourriture. C'est pas le corbeau-freux, si j'ai bien compris, qui fait les poubelles. Le corbeau-freux vraiment habite dans les quartiers, mais va se nourrir ailleurs. Expliquez-nous ça. Oui, alors ça, c'est complètement différent de la corneille noire. C'est la corneille noire qui, elle, donc, vit à côté de l'homme tout le temps, qui va ouvrir les sacs poubelles, etc. Ça, c'est typiquement la corneille noire qu'on voit, pas en grande bande, mais on voit par deux ou par famille, comme ça, dans les quartiers. Ça, c'est la corneille noire. Le corbeau-freux, lui, il va se nourrir dans la campagne. Donc, il a une toute autre stratégie. Il va se nourrir dans les champs labourés, dans les champs. Et puis, il revient nourrir sa nichée, en fait, qui se trouve dans la colonie, qui est, elle, en ville. En fait, il trouve que c'est plus intéressant d'habiter vers l'homme et d'aller se nourrir à la campagne. Exactement, parce qu'il y a plusieurs avantages. C'est que dans les villes, il y a moins de vent, enfin, c'est plus chaud. Il commence à nicher déjà en février, hein, donc février-mars. Donc, il a aussi la protection en fait, d'environnement urbain. Il y a moins de prédateurs comme l'autour des palombes. Il a des prédateurs ? Oui, alors le prédateur des corvidés comme corneille et corbeau-freux, c'est l'autour des palombes notamment. Et évidemment, l'autour, lui, il est forestier plutôt. Il ne va pas s'aventurer trop en ville. Donc, effectivement, il bénéficie d'une certaine protection dans la ville, donc aussi bien thermique que aussi de prédateurs. Voilà, alors juste pour préciser, hein, la différence entre la corneille et le corbeau, la corneille a un bec beaucoup plus clair que le corbeau et des reflets un peu violacés, c'est ça, hein, si on veut observer. Alors, surtout, le corbeau-freux, il a la base du bec dégarnie, donc ça lui donne un aspect très différent de la corneille parce qu'il a cette base du bec qui est dégarnie. Donc on voit une zone pâle. Quand on les voit même, on peut les identifier en vol parce qu'on voit cette zone pâle à la base du bec. Voilà. Alors que la corneille a la base du bec recouverte de plumes. Donc ça brille pas comme chez le corbeau-freux. D'accord. Vous avez dit au début de votre intervention que vous compreniez les habitants qui en avaient marre hein, finalement de ces croassements. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces colonies de corbeaux-freux? Que peuvent faire d'une part les autorités, d'autre part les habitants? Commençons peut-être par les autorités. Est-ce qu'on peut chasser ce corbeau-freux? Est-ce qu'on peut retirer les œufs du nid? Quels sont les moyens à disposition, des moyens légaux évidemment à disposition des collectivités? Alors, il faut peut-être déjà préciser que le corbeau-freux n'est plus une espèce strictement protégée comme elle l'était avant. Donc, il y a quand même eu une évolution du statut de l'espèce aussi, donc au niveau de la protection. Donc, il peut pas être dérangé ou chassé pendant la période de reproduction, donc de fin février à fin juillet. Au 30 juillet. Fin juillet, voilà. Par contre, après, des mesures d'effarouchement ou même de tir peuvent être envisagées. Mais c'est effectivement très, très difficile de décourager les corbeaux-freux. Une fois qu'une colonie est installée, c'est clair que c'est vraiment très compliqué. Et les solutions, il n'y en a pas beaucoup. Alors, oui. Je dirais, moi, j'ai entendu dire qu'on avait étêté certains arbres parce qu'ils font leur nid en fait vraiment au sommet des arbres, dans les branches plus fines. Comme ça, ils sont protégés, disons, de la prédation, par exemple, de la fouine ou de la martre.
Et donc, il faut vraiment aller, si on ne veut pas couper les arbres, ce qui ne serait pas non plus une bonne idée, évidemment, il faut étêter les arbres. Peut-être c'est une des solutions qui pourrait être envisagée, donc en automne, par exemple. Parce que sinon, il n'y a pas tellement de solutions. Hein. Les tirs de canon, etc. Non. Est-ce que ça fonctionne? Non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors ça, c'est les oiseaux, ils s'habituent au bruit. Hein, donc les bruits, ça ne sert à rien. Puis c'est un oiseau intelligent. Hein. Il vit 20 ans. Est-ce qu'il transmet aux oisillons son expérience? Est-ce qu'on est juste dans l'inné ou est-ce qu'il y a aussi de l'acquis? Alors, chez les corvidés, donc oui, il y a de l'acquis. Donc, les corvidés sont parmi les animaux les plus intelligents après l'homme. Hein, donc, toutes les expériences qui sont faites sur l'intelligence animale, les corvidés, les corneilles, les corbeaux sont capables de les réaliser plus rapidement que les singes. Donc, c'est connu que vraiment les corvidés, aussi les perroquets sont parmi les oiseaux les plus intelligents après l'homme, on va dire. Enfin, c'est les animaux les plus intelligents après l'homme. D'accord. Alors, vous avez expliqué que finalement, les autorités ont peu de marge de manœuvre, que le bruit ne les effraie pas, qu'ils ne se nourrissent pas dans les poubelles des quartiers, mais qu'ils y nichent pour des raisons de commodité. Maintenant, est-ce que du côté des habitants, on peut avoir des réflexes qui évitent peut-être que ces colonies s'installent ou qu'elles prolifèrent? Alors pour les habitants, c'est compliqué parce que, enfin, à moins d'avoir une carabine et puis de leur tirer dessus. Non, mais disons, d'un point de vue légal, c'est quand même assez compliqué parce que c'est pas comme les corneilles justement qu'on peut arrêter de nourrir, par exemple, en ville, ou bien on interdit l'accès aux poubelles ou comme ça. C'est pas du tout comme ça avec le corbeau-freux parce que lui, il va vraiment dans les champs. Il fait des assez grands trajets d'ailleurs journaliers. Tous les jours, il fait des longues distances pour aller se nourrir. On les voit arriver avec le jabot plein de nourriture. Hein. On voit ils ont la gorge vraiment gonflée quand ils arrivent au nid. Parce qu'ils font des assez grands trajets pour aller chercher leur nourriture. Et là, ils sont vraiment en pleine campagne. Et ils n'ont pas peur de l'homme? Alors, ils sont quand même assez méfiants. Par exemple, si vous vous arrêtez en voiture à côté d'un groupe de corbeaux-freux en train de se nourrir, ils sont presque toujours en groupe. Hein. Vous ne verrez jamais, très rarement, un corbeau-freux isolé. Ils sont presque toujours en groupe. Tout de suite, le groupe s'envole. Si vous arrêtez la voiture, ils s'envolent tout de suite. Ils sont quand même méfiants. Par contre, ils savent qu'en ville, là, ils sont nettement, disons, ils sont plus en sécurité. Et là, on peut les côtoyer. Là, ils s'installent et puis ils vivent finalement avec leur environnement. Mais ils restent quand même, si vous remarquez, ils restent quand même assez distants de l'homme. C'est pas comme la corneille que vous allez voir sur le trottoir, tranquillement, en train de se dandiner. Le corbeau-freux, il va toujours rester dans les hauteurs, dans la colonie. Il ne va pas vraiment descendre, vous n'allez pas le côtoyer tellement proche. J'ai lu aussi qu'en fait, finalement, de tout temps, il avait été considéré comme un ravageur. Déjà au temps des Romains, il luttait contre le corbeau-freux qui dévastait leur culture. Oui, alors clairement, il a été persécuté par l'homme depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était devenu très rare en Suisse. C'est bien parce qu'il avait été persécuté avant, c'est pas parce qu'il n'a pas réapparu comme ça par miracle. C'est simplement il est devenu rare parce qu'on l'avait persécuté, et puis après on l'a protégé. Donc c'est l'attitude de l'homme qui a tout changé en fait. C'est comme pour les grands prédateurs comme le gypaète barbu, on considérait qu'il était maléfique juste parce qu'il avait le tour de l'œil rouge. Donc on considérait que c'était un animal maléfique, donc il fallait l'éradiquer par tous les moyens. Et puis maintenant, on a compris que ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas maléfique, puis qu'il ne précipitait pas les landaux avec leurs bébés en bas des précipices. Donc on a réintroduit le gypaète. Donc l'attitude de l'homme, elle a complètement changé dans beaucoup de domaines. En conclusion, en fait, on peut dire qu'on ne peut rien faire, tant du côté des autorités que du particulier, par rapport à la prolifération de ces corbeaux-freux. Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de les encourager à s'installer à l'extérieur des quartiers. Comme par exemple, là, je suis passé tout à l'heure devant la corbeautière de Morges, qui est dans le giratoire juste de la bretelle d'entrée de l'autoroute. Et puis là, il y a d'ailleurs les premiers jeunes qui sont déjà sortis. Hein. Il y a déjà les familles qui sont sorties.
Typiquement, là, ces corbeautières-là, elles dérangent beaucoup moins parce qu'elles sont, Et ils elles sont viennent au bord facilement, d'autoroute. on peut les déplacer facilement? Ben, peut essayer. on les décourageant, disons, en les dérangeant, et puis par exemple en étêtant les arbres dans les parcs publics où ils sont actuellement, peut-être que ça peut les inciter à se mettre à l'extérieur. Mais une marge de manœuvre assez limitée. Oui, la marge de manœuvre, elle est quand même limitée. Si on veut pas commencer à, voilà, si on veut pas commencer à faire des massacres. Voilà. Alors après, ça c'est le dernier stade évidemment, de commencer Le massacre au corbeau-freux. à les massacrer, voilà. Mais c'est vrai qu'avec les méthodes douces, c'est pas du tout facile. Donc ça sert absolument à rien de venir avec une buse de Harris. Puis d'essayer de les effrayer comme ça. Au contraire, ça va les attirer parce qu'ils vont tous s'associer pour chasser la buse. Donc non, ça sert strictement à rien de faire ça. Mais voilà, les décourager petit à petit, puis essayer de les faire sortir des quartiers, de la ville. Ça, c'est une possibilité, mais qui prend un peu du temps. Mais effectivement, je comprends. En fait, il faut harceler l'harceleur, c'est ça. Oui, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut l'harceler sans en arriver à des méthodes trop radicales, disons. Je pense qu'on devrait pouvoir solutionner ce problème à moyen terme. Mais ça va prendre un peu de temps, oui. D'accord. Lionel Momary, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous livrer ces explications. Une petite dernière question, très rapidement. Les oisillons sortent, souvent ils tombent des arbres. Si on est confronté à un petit oiseau qui est tombé de l'arbre, qui est vraiment très mignon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser, il faut le prendre, il faut le déplacer? Alors d'abord, il faut quand même d'abord voir de quelle espèce il s'agit. Mais si on n'y connaît rien, on peut... Si on y connaît, ouais, mais par exemple, si c'est une petite chouette qui est tombée du nid, ça, il ne faut pas la toucher parce que simplement, elle est là. Sont à côté. C'est normal qu'une chouette saute du nid avant de pouvoir voler parce que normalement, les cavités où elle niche sont trop petites pour des grosses chouettes. Donc, elle saute avant de pouvoir voler. Donc, si vous voyez une chouette au pied d'un arbre, ce que vous pouvez faire, c'est simplement la mettre, la poser sur une branche de sapin à 1 mètre de hauteur, comme ça. Ça sera parfait, comme ça, elle sera hors de portée des chiens. Mais il faut la laisser sur place, si c'est une chouette, par exemple. Et puis les autres oiseaux, on fait pareil, on les laisse tranquilles. Par contre, si c'est un passereau, si c'est un petit moineau, ou un petit rouge-gorge, ou un petit rouge-queue, ou un petit merle, alors là, vous pouvez l'amener dans un des centres de soins. Il y a 2 centres de soins bien connus dans la région. Alors il y a Gentot, mais alors il y en a 3, parce qu'il y a aussi il y a la Volière à Étoile, et puis il y a le centre de soins Herminéa à Chavornay, qui a fondé ma sœur. Donc voilà, je fais un peu. Voilà, c'est une histoire de famille. Voilà. Eh ben, écoutez, Lionel Momary, merci beaucoup d'être venu nous livrer toutes ces explications. Avec et puis, je vous souhaite bon vol, bonne observation, puisqu'on dit de vous que vous êtes l'homme qui a le plus d'oiseaux à votre actif, c'est-à-dire des oiseaux découverts, repérés et observés. Merci beaucoup d'avoir participé au labo. Merci à vous. Et pour terminer cette émission, direction le Conseil communal de Gland du 8 mai dernier. Le législatif se prononçait sur une enveloppe de 10 millions de francs devant permettre à la municipalité d'acquérir un bien immobilier par préférence à tout autre acquéreur possible. On appelle ça le droit de préemption, un montant de 10 millions qui s'ajoute déjà à celui des 15 millions accordés en début de législature. La suite, ce sont les rapporteurs de la commission technique et des finances qui la racontent. J'appelle M. Thomas Ossolemine, premier membre et rapporteur de la commission pour la lecture des conclusions de cette dernière. Nous tenons à saluer l'approche humaine adoptée par la municipalité, notamment dans le cas récent d'une préemption abandonnée. Ce geste témoigne d'une volonté d'équilibre et de prise en compte de valeurs humaines au-delà des simples considérations économiques. N'est-il pas judicieux d'attendre une année supplémentaire? Est-ce que les réalisations actuelles ne sont pas suffisantes? En effet, les réalisations accomplies à ce jour sont déjà importantes. Il nous semble essentiel d'adopter une approche prudente, notamment en ce qui concerne les rendements des biens acquis, mais aussi les coûts d'entretien futurs. Il est important de dire que si une opportunité véritable, exceptionnelle et incroyable devait se présenter, un conseil extraordinaire pourrait tout à fait être convoqué. Fondé sur ce qui précède, la commission technique recommande à la majorité de ses membres de refuser le préavis municipal numéro 75 relatif à l'autorisation générale de statuer sur l'acquisition d'immeubles
et de droits réels immobiliers selon la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif. Je cède dès lors la parole à M. Samuel Frollet, rapporteur de la majorité de la Commission des finances, à nous faire part des conclusions de cette dernière. La majorité de la Commission des finances a émis des vœux, à savoir que dans l'attente de la création d'une nouvelle commission permanente, la COFIN demande à la municipalité d'être particulièrement attentive à la rentabilité avérée des objets achetés. La COFIN encourage également la municipalité à une démarche proactive pour l'achat de biens fonds qui pourraient être intéressants dans le cadre du développement global de notre cité, en passant par la voie normale du préavis. Néanmoins, au vu de nos discussions, nous sommes d'avis qu'il faut continuer à donner une certaine capacité d'action à la municipalité afin de pouvoir poursuivre de telles acquisitions et par là même continuer à développer le parc d'appartements communal à loyer raisonnable. La Commission des finances recommande à la majorité de ses membres d'accepter les conclusions du préavis municipal numéro 75. J'appelle M. Alain Ringolf, rapporteur de la minorité de la COFIN, à nous faire part de vos conclusions. J'aimerais quand même préciser que aucun des 4 personnes minoritaires qui ont signé ce rapport à quoi que ce soit contre le principe même des LUP. Nous avons préféré finalement nous concentrer sur des aspects un peu plus financiers, ce qui est d'ailleurs le rôle un peu de la Commission des finances. À gauche, vous avez les 3 différents projets, Grand Rue 9, Etra 6 et 12, et le dernier en date, Rue du Midi 1-3. La somme de ces 3 achats donc correspond à la quasi-totalité de l'enveloppe que nous avons, nous, conseillers communaux, votée en début de législature en 2021, qui était de 15 millions. Donc cette enveloppe est quasiment épuisée, on est tous d'accord. Au vu des montants déjà engagés et encore à venir, rien que pour ces 3 projets, nous nous sommes demandé s'il était raisonnable d'accorder un potentiel endettement de 10 millions supplémentaires à la municipalité. Ainsi, les signataires ci-dessous recommandent au Conseil de refuser les conclusions du préavis municipal 75 et de prendre les décisions suivantes. De ne pas accorder à la municipalité une autorisation générale supplémentaire de statuer sur l'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers jusqu'à concurrence de 10 millions au total. Et voilà, ce préavis a finalement été accepté, donc contre l'avis de la majorité de la commission technique et de la minorité de celle des finances par 41 oui, 15 non et 4 abstentions. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le municipal chargé des finances de la ville de Gland, Gilles Davoine. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez renversé la vapeur durant ce conseil, 2 rapports contre vous pour finalement un vote largement en faveur de ce projet. C'est vrai, ce qu'on a entendu, c'est 10 millions de francs, c'est votre cadeau de Noël. Bon, déjà, c'est pas trop Noël. Et puis, en plus, c'est pas 10 millions que nous allons dépenser à coup sûr. Il y a plutôt pas mal de chances qu'on les dépense pas du tout. C'était juste de garder cette opportunité de pouvoir agir rapidement si une occasion intéressante se présente. Il y a peu de chances que sur l'année et demie qui vient, parce qu'en vérité, on va un petit peu plus loin que la fin de la législature, le temps de repasser de nouveaux préavis, mais il y a peu de chances que dans ce délai-là, on ait de nouveau une bonne occasion. Mais si jamais, ça serait intéressant quand même de pouvoir le faire. Et donc, on remercie le conseil communal d'avoir donné suite à ce préavis. Pourquoi il fallait absolument faire passer ce préavis alors à moins d'1 an des élections générales? Et puis, comme vous le dites, peu de chances peut-être d'utiliser cette enveloppe. Il vous restait également aussi la possibilité de convoquer un conseil extraordinaire en cas d'opportunité. Ouais, c'est pour ça qu'il ne fallait pas absolument passer ce préavis. On a pensé que c'était judicieux de proposer ce préavis pour conserver cette marge de manœuvre qu'on nous avait accordée en début de législature, sachant que justement on était au bout du montant, donc là on aurait été obligé de convoquer en urgence un conseil communal, ce qui fait aussi de la publicité qui est souvent pas voulue par acheteurs et vendeurs, ce qui en général fait râler les conseils communaux. Donc là on entendait qu'ils disaient très bien, on fera un conseil communal en urgence, mais si c'est le 27 juillet qu'on doit convoquer un conseil communal en urgence, parce que le délai pour pouvoir préempter, c'est 40 jours. Donc ça va très vite. Donc là, on se rapprochait de l'été. Donc je pense que passablement de conseils communaux auraient été gênés par un conseil communal en urgence en plein été, par exemple. Mais ce n'était pas absolument nécessaire parce que ce qui a été dit dans le petit reportage-là était tout à fait juste. C'est qu'on avait d'autres possibilités, notamment, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, que de faire en sorte qu'il y ait un conseil communal qui se réunisse de manière extraordinaire et en urgence.
Qu'est-ce que ça représente exactement, ce droit de préemption pour les collectivités publiques, pour les villes telles que Gland? Moi, c'est la possibilité, enfin, en tant que municipal des domaines, en l'occurrence, que je suis aussi, je n'ai pas que les finances, et là, c'est par rapport au domaine, j'ai toutes les ventes immobilières qui passent sur mon bureau, que je n'ai pas C'est tout d'ailleurs. avant tout le monde. Ouais, je sais, non, je ne sais pas tout avant tout le monde, mais disons que dès qu'il y a une promesse de vente ou un acte de vente, donc dès qu'un notaire est en charge d'une vente sur la commune de Gland, mais comme dans toutes les autres communes vaudoises, eh bien, ils sont obligés de demander à la commune si elle souhaite ou non exercer son droit de préemption. Donc, effectivement, on observe ça, et puis il y a plein de cas dans lesquels ça ne nous intéresse de toute manière pas. Zone industrielle où on ne peut pas faire du LUP, mais zone villa où on ne va pas non plus être intéressé parce qu'il faut quand même des possibilités de construire suffisamment importantes pour qu'on ait justement ces logements d'utilité publique. On ne va pas construire des villas d'utilité publique. Mais de temps à autre, effectivement, eh bien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, et c'est le cas. Et comme je l'ai expliqué au Conseil, nous avons toujours pris des objets, préempté des objets qui, certes, nous permettront de faire du logement d'utilité publique, mais qui ont toujours aussi, et peut-être parfois tout d'abord, un côté stratégique pour nous. Alors justement, ces parcelles stratégiques, c'est quoi? C'est par exemple, dans le cadre du développement de Gare Sud, une parcelle qui vous permettrait de construire plus, de construire mieux, c'est ça? Ouais, ça pourrait. Alors, en l'occurrence, là, il n'y a pas un droit de préemption, et puis à Gare Sud, il n'y a pas grand-chose autour, mais là, l'exemple que je donnais, par exemple, c'est à la Grand Rue 9, là où on a préempté. Eh bien, là, il y avait vraiment une stratégie au niveau urbanistique, puisque ça nous permet d'ouvrir un parc sur l'avenue du Mont-Blanc, avec un passage qui, pour l'instant, est très étroit, avec un petit trottoir, un mur, de changer la circulation. On n'a plus besoin de passer devant UBS Zénith, Paro, 5 à 7. On peut directement tourner dans le parking. Et puis, ça a une ouverture sur le Vieux-Bourg qu'on va finir de transformer, qui sera magnifique. Et il y aura cette ouverture, grâce à cette parcelle, sur le début de la Grande Rue. Donc, il y avait, par exemple, là, une stratégie urbanistique qui peut-être primait même par rapport au LUP, sachant qu'on a l'obligation de faire des LUP et que ça sera exceptionnel aussi d'avoir des logements d'utilité publique dans un petit bâtiment placé à cet endroit. Alors justement, là, évidemment, ça concerne les LUP. Avec ces projets dont on a vu les exemples à l'écran, sauf erreur, on arrivera à environ 220 logements d'utilité publique sur la commune. Mais est-ce que vous seriez prêt à préempter peut-être avec des immeubles qui rapportent plus, avec des gens qui payent des loyers plus chers pour peut-être augmenter, je ne sais pas, les rentrées dans les caisses communales? Alors, on a cette politique-là, ça c'est sûr que je mène cette politique au niveau des domaines, mais là c'est plus, comme le demande d'ailleurs la majorité de la Commission des finances, à mon avis la minorité aussi d'ailleurs, mais comme l'a dit le rapporteur de la majorité, ça c'est avec des acquisitions qui seraient hors préemption, parce que le droit de préemption nous oblige à faire des logements d'utilité publique, et donc forcément que le rendement, il est positif, mais il n'est pas exceptionnel, ça c'est sûr, avec d'autres objets que nous pouvons acquérir et pas préempter, mais avec l'acquisition, ce qu'on a fait par exemple dans le quartier de la Combat, à Lisières, eh bien là on peut effectivement avoir des rendements qui peuvent s'avérer plus importants. Ouais. Est-ce que vous avez des parcelles en vue? Non. Pour exercer ce droit de préemption? Non, pour le droit de préemption, par définition, comme je disais, on reçoit en fait les actes de vente ou de promesses de vente des notaires, et c'est à ce moment-là, en général, qu'on sait que quelque chose se vend. Pour rue Midi 1-3, on aurait bien aimé savoir ça avant. Il se trouve qu'on ne l'a pas su, et que malheureusement, on a dû faire ça avec l'urgence du droit de préemption, parce que sinon, on se serait mis clairement en avant la commune pour dire nous sommes intéressés par acheter cette parcelle. On a dû le faire parce qu'on l'a découvert dans le cadre du droit de préemption, et c'est la majorité du temps comme ça. Il y a peu de gens qui viennent nous voir pour nous dire je vais vendre une parcelle, est-ce que ça vous intéresse? Mais je peux faire un appel, venez nous voir si jamais vous voulez vendre une parcelle. C'est plus agréable qu'avec le droit de préemption. En dehors de ces LUP, est-ce que la stratégie de la municipalité, c'est d'acquérir un maximum de terrain pour augmenter son patrimoine? Non, enfin, avec le droit de préemption, en tout cas, le but de la municipalité n'est pas de préempter à tout va. Très franchement, de manière transparente, Lausanne a tendance à faire cela, et je trouve ça vraiment une mauvaise politique, parce qu'en plus, vous avez après beaucoup trop de LUP, et donc ça va vous poser un problème au niveau de l'équilibre, simplement. Vous avez des gens donc, qui vont par définition gagner peu, donc payer peu ou pas d'impôts, et donc vous avez après un problème d'équilibre au niveau de la commune. Donc il faut savoir garder cet équilibre, et
avec la municipalité, on est parfaitement conscient de cela. Donc, il n'y a pas du tout le but de préempter à tout va. Là, il se trouve que sur 5 ans, on aura préempté 3 objets. Ils sont très différents. Ce n'est pas immense. Hein. Il n'y a pas énormément de LUP qui vont être construits pour autant. Midi 1-3, finalement, les logements vont rester dans la même catégorie, avec les mêmes loyers. Donc là, il n'y a pas de modification. Les autres, ça sera démolition, reconstruction. Donc, c'est un peu différent, mais à des endroits stratégiques. Mais disons qu'il n'y a pas du tout, il y a énormément de situations dans lesquelles on ne préempte pas. Et il y a même une situation dans laquelle, après avoir entendu les vendeurs et les acheteurs, eh bien, nous avons renoncé à nos droits de préemption alors qu'on avait d'abord dit qu'on souhaitait le faire parce que c'était un projet familial et qu'on ne voulait pas casser cette dynamique-là. Donc il y a vraiment une réflexion entre équilibre global entre projets qui sont proposés, comment ils sont faits. Donc non, il y a une réflexion par rapport à ça. Par contre, il y a une vraie volonté d'acquisition immobilière hors droit de préemption parce que ça nous permet justement, comme dans le quartier de la Combat par exemple, de savoir ce qui se passe dans le quartier, de faire partie des associations qui se créent, de pouvoir justement dire, ben voilà, on met un restaurant grec, c'est plus que ça d'ailleurs, avec un peu une épicerie locale, produits locaux dans le quartier de la Combat, Léger, qui a ouvert dernièrement par exemple, et bien ça nous permet de le faire, alors que sinon, en tant que commune, pendant longtemps, on nous disait pourquoi il n'y a pas de boucherie, parce que ce n'est pas nous qui pouvons mettre une boucherie, sauf si on avait nos locaux à nous qui nous permettraient à ce moment-là de mettre ce qu'on veut dedans. Mais sinon, en tant que commune, on ne peut rien obliger. Vous êtes en charge de la promotion économique aussi. Exact. L'un des moyens de soutenir le commerce local, c'est de faire des loyers bas, donc que ce soit des possessions communales. Le Vieux-Bourg, vous seriez attentif à racheter éventuellement des immeubles dedans Oui, on a d'autres possibilités. On a vu avec le pop-up shop qu'on a pu faire en sorte que des choses se développent, par exemple. Après, oui, l'acquisition, malheureusement, fait que souvent, les locaux qui seraient à vendre, il y en a au Vieux-Bourg, sont chers. Et on doit quand même pouvoir essayer d'obtenir un rendement. Donc, du coup, ce n'est pas forcément intéressant pour la commune d'acquérir des locaux en vente s'ils sont trop chers. À tout va. Les conseillers ont aussi beaucoup parlé d'argent. Ils ont parlé de plafond d'endettement, de dette brute. Pour vous, ça n'avait absolument rien à voir dans le débat. Bon, c'est pas que ça n'avait rien à voir, mais c'est qu'à partir du moment où on acquiert de l'immobilier et que donc ce n'est pas une école ou que ce n'est pas les bureaux de la commune, donc ça ne fait pas partie du patrimoine administratif. Le patrimoine administratif, c'est celui qu'on ne peut pas revendre parce qu'il sert à l'activité de la commune. Donc ça fait partie du patrimoine financier. Le patrimoine financier, lui, n'entre pas dans notre plafond d'endettement. Donc dire attention, si on dépense encore 10 millions, on va se retrouver plus proche de notre plafond d'endettement, c'est juste factuellement faux. C'est tout ce qu'il fallait relever. Ben voilà, justement, parlons des comptes, puisque les comptes de la ville de Gland 2024 ont été dévoilés. Alors, un petit mot là-dessus, en sachant que la ville de Gland présente un léger excédent de charges, soit un déficit à son budget d'un petit peu moins de 100 000 francs. Oui, 98 000 francs. L'idée n'est pas de le cacher, mais c'est vrai qu'on essaye de mettre, surtout quand il y a un excédent de charges sur les revenus, donc un petit déficit, on essaye de redire ce qui est tout à fait vrai, c'est que ce qui est important, c'est la marge d'autofinancement. Parce que finalement, ces 98 000 francs de déficit, ils sont essentiellement dus à des amortissements consécutifs à des investissements importants ces dernières années. On est dans un gros cycle d'investissement. Et puis, c'est de l'amortissement comptable. C'est-à-dire que ça ne change rien à l'argent qu'on a à disposition pour justement continuer les investissements, si possible, sans emprunter. Alors, on est obligé d'emprunter parce qu'on a des gros investissements. Mais là, la marge d'autofinancement, elle est d'un peu plus de 6 millions. Et ça, c'est que dans la moyenne basse, certes, mais dans la moyenne des dernières années. Et ça, c'est toujours réjouissant. Je dis toujours, je préfère avoir 98 000 francs en moins, donc excédent de charges sur les revenus et puis 6 millions de marge d'autofinancement que 1 million d'excédent de revenus sur les charges mais 4 millions de marge d'autofinancement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la marge d'autofinancement parce que c'est l'argent qu'on a à disposition au final pour pouvoir faire nos investissements sans recourir à l'emprunt. Sur un budget global de combien ? Un peu plus de 70 millions. Un peu plus de 70 millions de francs, donc la vie est Ça dépend je dis un peu plus parce que on était l'année avant à 80 millions, à 80 millions parce que c'était MCH2 peut changer pas seulement on la donne simplement par rapport à ce qu'on comptabilise ou pas dans toutes les charges. Donc c'est pour ça que voilà, disons pour être juste un peu plus de 70 millions. Et ben voilà, Gilles Davoine, merci beaucoup d'avoir participé au labo et de nous avoir expliqué ce qu'était le droit de préemption. Avec plaisir, merci à vous. Et ben voilà, c'était le labo, l'émission qui analyse
analyse et qui décrypte l'avis des conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et l'on a appris que le parking enterré de Pertan pouvait devenir une véritable œuvre d'art, que les corbeaux-freux étaient impossibles à bâillonner et qu'enfin, le droit de préemption n'était pas prêt de s'exercer en ville de Gland. Voilà, c'était Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils.